Aujourd'hui, je vous raconte l'insoutenable histoire de la jeune Marie-Ève Larivière. Et moi, je vous raconte l'incroyable récit d'Annie Pellerin. Vous écoutez le balado Captive. Annie, je préfère t'avertir aujourd'hui, ce sera pas une histoire facile à entendre. Bon, on se comprend, là, c'est jamais facile de raconter le drame d'une famille, puis il n'y a pas de gradation dans la peine qu'une disparition ou qu'un crime laisse comme sillon dans la vie des gens concernés. Mais ce sera pas facile parce que je vais te raconter l'histoire d'une enfant. Oh non. L'histoire d'une belle grande fille de 11 ans. Je me rends compte, Annie, que toutes les deux, on apprivoise tranquillement cette hantise qu'on a toujours eue de s'approcher des drames touchant les plus petits. On s'écoute encore, en tout cas, moi, je m'écoute toujours. Je savais que j'allais passer un mois difficile à travailler sur cette histoire-là, mais je m'en sentais capable. Je dois quand même avouer qu'il y a des matins où je le sentais moins et où j'ai juste carrément laissé tomber pour la journée parce que c'est vrai que c'est plus difficile de parler de cas d'enfants violentés, mais c'est tellement important. On l'a répété souvent ici, important pour ne pas oublier, important pour en rediscuter, important pour comprendre l'évolution de la société, des lois. Bref, tranquillement, une saison à la fois, on y arrive un peu mieux. Des fois. Aujourd'hui, je te raconte l'innommable histoire qui a coûté la vie à la petite Marie-Ève Larivière. Annie, je sais pas si le drame de Marie-Ève Larivière t'a dit quelque chose, probablement pas d'emblée parce qu'il date de 1992. Mais par contre, je suis convaincue que tu vas te souvenir, peut-être vaguement, mais quand même, de sa sœur, Virginie Larivière, qui, à 13 ans, a bouleversé le Québec en entier en devenant une fervente militante suite au meurtre de Marie-Ève, en tentant de faire abolir la violence à la télévision. Est-ce que ça dit quelque chose? Hey, j'avais 10 ans, moi, en 92, ça que je peux pas te dire que je devais pas suivre ça de près, là, malheureusement. Bien, moi, je m'en souviens de cette jeune femme. J'avais 11 ans quand c'est arrivé. Et bon, bien sûr, comme toi, là, j'avais pas encore beaucoup d'intérêt pour les nouvelles judiciaires à cet âge-là. Mais je me souviens de Virginie, qu'on voyait aux nouvelles, de qui on parlait à l'école, avec son immense courage et sa fougue, encourager les Québécois puis les Canadiens à signer sa pétition. J'y reviendrai plus en détail plus tard, mais j'avais surtout envie de savoir si toi aussi ça allait te sonner une cloche, la fameuse pétition de Virginie Larivière. Je viens de te le dire, j'avais 11 ans à l'époque, le même âge que Marie-Ève, la jeune sœur de Virginie. Enfin, presque. Parce qu'en mars 1992, elle allait avoir 12 ans dans quelques semaines, la belle Marie-Ève. Et j'ai l'impression qu'elle était plus du genre 11 ans qui pense qu'elle en a 17, là. Tu vois le genre de petite fille, là. Selon ce que j'ai pu lire sur elle dans les différents médias et dans les témoignages recueillis, cette petite fille-là, elle n'était pas tout à fait comme les autres. Extrêmement dégourdie et fonceuse, Marie-Ève, à peine 11 ans, tripait sur l'écriture et le théâtre. Elle était même déjà en train d'écrire un livre. Dans un papier de la presse du 13 mars 1992, son professeur de l'époque, Robert Lavoie, raconte aux journalistes que, je le cite, « Marie-Ève était une fille qui voulait tout savoir et qui s'était fixé des buts à atteindre. » Il ajoute du même souffle qu'avec Cathy, sa meilleure amie, elles avaient hérité comme tâche d'effacer le tableau à la fin des classes et que souvent, ils devaient les expulser avant qu'elles manquent l'autobus, trop concentrées dans leur grande conversation. Marie-Ève habitait à Saint-Polycarpe, en Montérégie, pas trop loin de Salaberry de Valleyfield ou de Vaudreuil-Dorion, environ à 60 km à l'ouest de Montréal. Si j'ai bien compris, elle habitait avec sa maman Nicole, son beau-père François et sa sœur Virginie. Puis honnêtement, Annie, je suis pas certaine si elle avait d'autres frères et sœurs, mais je pense que les deux filles étaient très proches l'une de l'autre. Tu sais, avec une si petite différence d'âge entre les deux, c'est pas difficile à imaginer qu'elles devaient être très soudées, disons. Samedi, le 7 mars 1992, tout ce petit clan part de Saint-Polycarpe vers la fin de l'après-midi. François, Nicole, Virginie et Marie-Ève sont attendus pour souper chez la fille de François dans le bout de Laval, en banlieue de Montréal.
Difficile pour moi de te dire si la grande famille reconstituée se côtoyait souvent et comment était leur relation, mais j'en conclus quand même que ça devait être assez cordial puisque François était invité avec sa gang après tout. Hein. Est-ce qu'ils étaient ensemble depuis longtemps, François et Nicole? Impossible de te le dire, Annie. Tout ce que je sais, c'est que ce soir-là, ils étaient attendus tous les 4 pour un souper spaghetti sur la rue Beau-Soleil, dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Laval. Ça m'a fait sourire dans certains articles de journaux de lire que Marie-Ève était pas très enchantée du menu. Moi, je serais contente! Ben là, c'est ça. Elle aimait pas le spaghetti, apparemment. On raconte même dans certains papiers qu'il s'agissait là de la principale raison pour laquelle elle avait décidé de s'offrir pour aller chercher du pain, quand les autres ont soulevé un doute qu'ils allaient en avoir assez. En partant en acheter à la boulangerie, elle souhaitait à la fois se sauver du souper, mais aussi se bourrer de pain baguette. Parce que oui, Annie, c'est comme ça que ça commence, cette histoire d'horreur. De façon complètement anodine et banale, la peur de manquer de pain pour accompagner le repas. Et là, c'est Marie-Ève qui s'offre pour partir à l'aventure dans le quartier vers la boulangerie Rondeau pour ramener les tant convoitées baguettes de pain. Elle assure à sa mère qu'elle est bien capable et qu'elle a envie d'y aller, question de se désennuyer un peu. Et sa mère finit par accepter. Il est autour de 18h45 quand Marie-Ève quitte la maison après s'être fait bien expliquer le chemin pour atteindre la boulangerie, située à quelques minutes de marche à peine, sur le boulevard Lévesque. Il pleut, il fait pas chaud non plus. On se souvient, on est en plein début mars. Le soleil est couché depuis longtemps. Bref, pas des conditions optimales pour une balade, ça c'est sûr. Honnêtement, Annie, moi je pense que de partir faire la petite course dans ces circonstances-là permet même de comprendre un peu mieux son caractère. Tu sais, je pense à ma fille, moi, disons, là, que tu connais très bien. Jamais elle n'aurait eu le moindre élan de vouloir participer à ce genre de projet-là. Ça, c'est sûr. Puis je vais l'adresser parce que je suis certaine que ça va traverser l'esprit de beaucoup d'auditeurs, toi incluse, Annie, et que je veux surtout pas qu'on tombe dans ce piège facile de blâmer la maman d'avoir accordé cette permission à sa fille. Ben non. Premièrement, on était dans une époque bien différente. Hein? On n'avait pas encore le cellulaire pour se sécuriser d'où se trouvent nos enfants qu'on peut rejoindre à tout moment. On laissait les enfants explorer et vivre leur vie. Moi, je me rappelle qu'à cet âge, parfois, là, on partait des journées entières. On quittait nos parents le matin, puis on revenait juste pour souper, puis c'était bien correct. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que probablement, Annie, que si la mère de Marie-Ève l'a laissé partir chercher du pain toute seule, c'est qu'elle savait très bien que sa fille était amplement apte à le faire. Tout à fait. Bref. Comme je te disais, il est 18h45 quand Marie-Ève quitte avec 5 $ dans ses poches. Elle part dans la pénombre humide de la rue Beau-Soleil en direction de la boulangerie Rondeau, ou du moins dans la direction qu'elle croyait avoir compris. Parce que tu me vois venir, Annie, la pauvre chouette, elle se trompe de chemin et rapidement, elle se perd dans le quartier. Difficile de décrire exactement son itinéraire, mais pendant 45 longues minutes, Marie-Ève cherche dans le quartier la fameuse boulangerie sans la trouver. Ça, on le sait, parce qu'au bout de 45 minutes, Marie-Ève entre dans un dépanneur au coin des rues Desnoyers et de la Fabrique, à environ 400 mètres de son point de départ, mais à l'extrême opposé d'où est située la boulangerie. On pourrait croire que la petite est paniquée, apeurée, mais non. Ce qu'elle demande à la commis, c'est s'ils n'auraient pas du pain baguette à vendre ici par hasard. Elle avait toujours son plan. Oui! La personne au comptoir lui répond que non, mais lui dessine un croquis sur un bout de papier. C'est le chemin à prendre pour se rendre à la boulangerie. Marie-Ève, trempée, remercie poliment la commis avant de repartir dans la pluie froide. C'est la dernière fois que la petite Marie-Ève Larivière a été vue vivante. Il est maintenant 20h et bien entendu que l'angoisse commence à monter dangereusement dans la maison de la rue Beau-Soleil. Hein. On commence à trouver que Marie-Ève a quitté depuis beaucoup trop longtemps. La seule chose qui rassure un peu le petit clan, c'est qu'il pleut vraiment fort à l'extérieur, donc on n'a pas de mal à s'imaginer que Marie-Ève a peut-être voulu se mettre à l'abri le temps que ça se calme un peu. Ils sortent tous à la recherche de la petite dans le quartier, malgré la pluie et le froid. Ils vont ratisser comme ça le périmètre jusqu'à 2h du matin avant de prendre une petite pause pour se réchauffer. Ils reprennent les recherches de plus belle à 6h du matin. Ah, mais c'est épouvantable, Michel. Ah, un cauchemar. Mon Dieu.
Honnêtement, Annie, je ne sais pas exactement à quel moment la police de Laval a été appelée pour signaler la disparition de Marie-Ève parce que la couverture médiatique de l'affaire est assez mince. Elle est mince pour une raison bien simple. Les médias n'ont pas eu le temps d'être mis au courant de la disparition de l'enfant. Parce que la belle Marie-Ève est retrouvée, somme toute, assez rapidement. Dimanche, le 8 mars 1992, autour de 7 heures du matin, 12 heures après le départ de Marie-Ève, un employé du Canadian Pacific fait une découverte digne d'un cauchemar le long d'une voie ferrée. Au coin du boulevard Saint-Martin et du boulevard industriel, à environ 5 km de la maison de la rue Beau-Soleil, le corps d'une enfant gît au sol, face contre terre, sur la neige. Le petit corps est tout habillé et aucun signe de violence n'est visible au premier coup d'œil. Bientôt, l'enfant sera identifié par son oncle. On confirme ce que tout le monde sait déjà. Marie-Ève Larivière vient d'être retrouvée. Très rapidement, c'est l'onde de choc dans la communauté, autant dans la région du Grand Montréal que 60 km plus loin, à Saint-Polycarpe. L'histoire terrible de Marie-Ève sort dans le journal La Presse dès le 9 mars, donc le lendemain de la découverte de son corps. On y apprend entre autres les détails de ses derniers moments, les circonstances pour lesquelles elle sillonnait le quartier. L'arrêt au dépanneur aussi est mentionné, donc ça me laisse croire que les enquêteurs avaient quand même travaillé fort durant les dernières heures pour trouver la trace de la petite disparue. On annonce bien entendu la tenue d'une autopsie qui a lieu le même jour, soit le 9 mars, par les scientifiques du laboratoire de médecine légale de Montréal. Les résultats seront plus tard dévoilés dans le très court et très succinct rapport du coroner Michel Trudeau. Voici ce qu'on peut y lire. Annie? La cause probable du décès est l'asphyxie par compression des structures vitales du cou. Honnêtement, Annie, le rapport fait à peine quelques lignes, soulignant principalement les marques autour du cou de Marie-Ève et la présence de signes d'agression sexuelle. Par pudeur, j'aime mieux éviter d'entrer dans les détails comme il s'agit du corps d'une enfant. Le coroner termine son rapport en précisant qu'une enquête policière est en cours, donc il n'est pas possible de procéder à un exposé des circonstances de décès. Il conclut en précisant qu'il s'agit d'une mort violente par homicide. Les funérailles de Marie-Ève ont eu lieu les jours suivants à Saint-Polycarpe. Dans un article d'André Cédillo de la presse du 13 mars 1992, on avance que 300 personnes y ont assisté. Un article d'ailleurs qui m'a un peu fait rouler des yeux, Annie, si tu veux la vérité. Bon, je sais qu'on est à une autre époque, je le rappelle. Alors que le journaliste rapporte que Marie-Ève avait apparemment l'habitude de parler de la mort, de sa mort, et disait à qui veut bien l'entendre qu'elle souhaitait ne pas souffrir lorsque son tour viendrait. Bon, OK. Là où j'ai un petit peu plus de misère avec les propos du journaliste, c'est dans l'amorce de l'article avec le titre suivant « Marie-Ève avait prédit sa mort. » Ah, franchement! Ah, ça m'a paru indigne du journal La Presse de commencer un papier sur un sujet aussi sensible que le meurtre d'une petite fille, en sous-entendant qu'elle l'avait senti venir et qu'elle avait des dons. La Presse. Oui, André Cédillo, ça m'a quand même étonné, ouais. De toute façon, on jase, là, Annie, tous les parents vont me comprendre ici. Là, la plupart de nos enfants ont eu ou auront une période où ils seront plus ou moins obsédés par la mort, hein, et vont en parler vraiment souvent. Puis, newsflash, il y a aucun humain qui souhaite souffrir à sa mort. C'est comme une peur universelle chez les grands comme chez les petits de mourir en souffrant. Fait que c'est pas si ahurissant, mettons, que Marie-Ève, avec tout le bagou qu'on lui connaissait, se soit attardée sur ce concept-là, disons. Bon, encore une fois, là, je dis ça sous toute réserve. Peut-être que c'est vrai que Marie-Ève tenait des propos étranges sur la mort pour une fille de 11 ans, je le sais pas. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé ça moyen comme angle. Ça méritait pas un article de journal, je pense. Ça méritait un article de journal de parler d'elle et de ses funérailles, comme il l'a fait, mais pas dans cet angle-là. Non, exactement. Bon, cela dit, dans le même article, comme je disais, on apprend que la police de Laval confirme que la petite a été agressée sexuellement avant d'être étranglée avec un lacet. Du même souffle, la police affirme avoir, en quelques jours, rencontré plus de 400 personnes dans le cadre de l'enquête et n'avoir aucune piste pour le moment. Toujours dans le journal La Presse, on apprend qu'un résident de la rue Belleville, non loin de la rue Beau-Soleil, aurait vu une petite fille blonde âgée d'environ 10 ans monter dans une voiture blanche vers 23h45, juste en face de chez lui, avec la forte pluie qui tombait. Est-ce que Marie-Ève aurait pu se décourager et accepter de monter en voiture avec un étranger? Difficile à dire.
Cela dit, de mon côté, je précise quand même qu'à cette heure, la famille et probablement la police cherchaient activement Marie-Ève dans le quartier, et ce, depuis des heures. Il me semble que si elle avait été juste errante tout ce temps-là, là, on l'aurait trouvée. Ben oui. Bon, peut-être aussi que la famille et la police ont juste manqué de chance. Bref, cette hypothèse fait tout de même partie des premières informations qui ont été véhiculées alors que le journal La Presse, toujours, consacre sa une au drame. Voici le titre. La petite Marie-Ève, enlevée et assassinée, partie chercher du pain, elle serait montée dans la voiture d'un inconnu. Ah oui? Annie, je te laisse lire la déclaration de François, le beau-père de Marie-Ève, qu'on retrouve dans les premières lignes de l'article. Maintenant que son corps a été retrouvé, on ne peut plus rien faire pour elle. Mais je souhaite qu'on mette la main sur l'hostie qui a fait ça. Et malheureusement, le vœu de ce beau-père, qui est le même que toute la province, ne sera pas exaucé. Les semaines passent et l'enquête piétine à Laval. Malgré le travail des enquêteurs et une récompense annoncée de plusieurs milliers de dollars, rien ne bouge. Et tranquillement, aussi vite qu'on avait entendu parler d'elle, l'histoire de Marie-Ève cède sa place à un nouveau cycle de nouvelles et disparaît de l'espace public. C'est en septembre 1992, 6 mois après le drame, que l'histoire de Marie-Ève réapparaît dans les médias portée par sa grande sœur, Virginie, 13 ans. Et la jeune adolescente porte un message très important, très pragmatique même, je dirais, soucieuse de vouloir rendre le quotidien de millions de jeunes plus sécuritaire et pacifique. Comment? Légiférer et même abolir la violence à la télévision. Depuis le mois d'avril, Annie, soit 1 mois après le meurtre de sa sœur, Virginie planche et milite sur un projet concret et rassembleur, une idée qu'elle développe en arguments et en plusieurs points absolument impressionnants de lucidité et de bon sens pour une jeune fille de 13 ans. Et bien qu'elle tente de faire connaître son projet depuis des mois, c'est en septembre que sa lettre ouverte dans les médias finit par faire son chemin jusqu'à l'oreille et à l'œil du grand public. Dans cette lettre, elle affirme que de regarder de la violence à la télévision banalise et distorsionne le message, que la violence ne devrait pas servir de divertissement, encore moins pour les enfants. Dans sa lettre, elle avance qu'une enfant de 13 ans comme elle aura passé 13 000 heures en classe, mais a vu environ 18 000 actes violents et meurtres à la télévision. Elle émet le souhait de faire signer sa pétition par 1 million de gens qui, comme elle, croient que de banaliser la violence à la télévision a un grand impact sur l'interprétation qu'en font les humains et finissent par la dépeindre comme un simple divertissement. À ceux qui l'accusent de vouloir toucher à la sacro-sainte liberté d'expression en censurant la violence des œuvres télévisuelles, la jeune femme répond ceci. Depuis quand la violence est-elle une façon acceptable de communiquer, de s'exprimer? De frapper et de tuer ne sont pas des canaux de communication, c'est de la violence, point. Virginie prend aussi la peine d'expliquer en détail les lois qui régissent au moment de son projet, avançant que pour le moment, s'il n'y a pas de sang, le contenu est considéré comme non violent. Je la cite. « Dans le cas de ma sœur, il n'y en a pas eu de sang. Pourtant, elle est morte. » T'imagines, Annie, l'impact de ces paroles dans la bouche d'une ado de 13 ans? Son plan précis s'étale sur 10 ans et il est formé de 5 grands points. Je te laisse nous les énumérer. OK. 1. Établir ensemble ce qu'est la violence, autrement qu'avec l'argument du « pas de sang, pas violent ». 2. Bannir toute violence qui s'adresse aux enfants. 3. Films violents autorisés à la télévision seulement après 23 heures. 4. Établir la TAV, Tax Against Violence, chargée aux diffuseurs qui choisiraient de mettre à l'horaire de la violence après 23 heures, qui servirait à créer des programmes positifs et culturels. 5. Mettre un avertissement avant les programmes jugés violents du genre « Attention, ce contenu pourrait influencer votre comportement et votre santé mentale. » Bon, c'est certain, Annie, qu'avec le recul de plus de 30 ans, là, on est obligé de constater que Virginie n'a pas atteint son but. Mais quand même, pensons justement aux avertissements et aux âges suggérés avant le contenu violent sur les chaînes publiques et films. Ben, ça vient d'elle en partie, ça. Ah oui? Oui! Pensons aussi au contenu pour nos enfants maintenant. Hey, j'essaie de comparer, là, puis je pense qu'on est quand même pas mal moins dans la violence qu'on pouvait l'être dans les dessins animés ou les trucs que nos enfants regardent. Je pense que oui. Mais ça, hein? Peut-être moins avec YouTube maintenant, mais... C'est une calamité. Oui.
En tout cas, parce que même si on peut avoir l'impression que Virginie était simplement dans une quête utopique là, d'un monde meilleur en réaction à l'immense deuil et trauma qu'elle a dû vivre après le meurtre de sa sœur, c'est loin d'être le cas. Son discours à Virginie, là, il se tenait. Sa démarche était sensée et très bien documentée. D'ailleurs, dans le journal de Record du 21 octobre 1992, on parle du docteur Brandon Centerwall, psychiatre et épidémiologiste qui a étudié l'épidémie de violence, oui, il utilise ces termes, en Amérique du Nord et est capable de dire que les meurtres ont doublé de 1945 à 1974 sur cet immense territoire dans les premières générations qui ont eu accès à la télé, donc à la violence à la télé. C'est fou quand même, hein? Mon Dieu! Ça fait tellement partie du quotidien, Annie, qu'on pense même plus avoir une réflexion là-dessus, mais c'est vrai que ça peut pas être banal. C'est vrai, ben oui. Finalement, fin novembre 1992, Virginie Larivière part de Saint-Polycarpe avec 21 boîtes de documents pleines qui contiennent en tout 1 283 453 signatures sur sa pétition et s'en va porter ça à Brian Mulroney, le premier ministre du Canada de l'époque. Évidemment, tous les médias sont là pour assister à la rencontre et garder en archive pour toujours cette jeune femme tout à fait hors de l'ordinaire, qui va jusqu'à reprendre le premier ministre devant tous les journalistes. Quand il lui dit qu'il va en parler autour de lui, ben, elle lui coupe la parole. Puis elle lui dit, faut pas juste en parler. Ça prend une loi. Les parlementaires seront là pour insister de plus en plus et davantage. Faut pas juste insister, faut passer une loi. Oui, mais c'est oui, justement, je viens de dire. Prise à contre-pied. Hey! Bravo! C'était absolument émouvant et lumineux de me replonger dans cette quête, dans ce projet de société mené par une jeune femme qui a décidé de se servir du drame épouvantable qu'elle venait de vivre pour propulser une idée plus grande que sa souffrance, pour le bien commun dans le fond. Le 31 mai 1995, Virginie s'est vue décerner la médaille du service méritoire par le gouvernement général du Canada. Virginie Larivière est toujours militante aujourd'hui. Elle est entre autres autrice, organisatrice politique et porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. En mai 2005, l'histoire de Marie-Ève réapparaît brièvement dans les médias, principalement chez TVA Nouvelles, qui affirme que lors d'une émission de télévision intitulée « Qui a tué ?», consacrée à l'histoire de la petite Larivière, la police de Laval aurait reçu plus de 100 nouvelles informations du public, dont une cinquantaine jugées sérieuses et crédibles. C'est d'ailleurs lors de ce soubresaut médiatique que la police concède une information jusque-là gardée secrète. Marie-Ève aurait été agressée le long de la voie ferrée au coin des rues Place-Chénier et Belleville, à Laval, non loin d'où elle a été vue la dernière fois et non loin d'une maison de transition où séjournaient des détenus en réhabilitation. Hey, t'es pas sérieuse, là? Ouais. Est-ce qu'on avait là une nouvelle piste à explorer? Probablement, mais difficile de le dire puisque le reste de l'enquête n'est pas médiatisé. L'histoire de Marie-Ève ne revient plus dans les médias avant 8 longues années, alors qu'un gros dossier apparaît dans le Journal de Montréal annonçant une nouvelle enquête du SPVM visant à élucider les meurtres et disparitions de 7 enfants à Montréal, survenus entre 1980 et 1992. Une nouvelle théorie serait à l'origine de cette enquête, Annie. Les crimes seraient peut-être considérés reliés entre eux. Qui sont-ils, ces petits? 1981, Tammy Leakey, 12 ans, retrouvée morte dans le quartier Pointe-Saint-Charles alors qu'elle était allée faire une course au dépanneur. 1984, les petits Wilton Lubin, Maurice Vien et Sébastien Métivier, tous les trois enlevés le même jour à Montréal. Wilton et Maurice ont été retrouvés assassinés. On cherche toujours Sébastien. 1985, Denis Roux-Bergevin, 5 ans. Enlevé alors qu'il mangeait une crème glacée installée sur la première marche de sa galerie dans le quartier Villemort. Il a été retrouvé assassiné quelques jours plus tard dans un cul-de-sac de Brossard. 1990, Pascal Poulain, 10 ans, retrouvé la gorge tranchée à Pointe-aux-Trembles. En 1992, Marie-Ève Larivière. Et si je peux me permettre, Annie, d'ajouter à cette liste le toujours oublié Stéphane Gauthier, 12 ans. C'est vrai. Mort en 1982 après avoir été kidnappé et agressé sexuellement avant d'être abandonné dans un terrain vague.
En effet, là, quand on passe au travers cette liste d'enfants tués à Montréal, on a de quoi avoir envie de s'insurger et réclamer, oui, une enquête spéciale. C'est donc ce qui a été annoncé en 2013, promettant du même coup une collaboration spéciale avec la SQ et un profileur, question d'explorer la piste du tueur en série. À ce que j'ai pu constater dans les médias, il n'y a pas eu de débouché ou de suivi sur cette enquête. Je serais extrêmement curieuse de connaître plus de détails sur cette tentative. Bien qu'il n'y ait eu aucun suivi dans l'espace public, là, c'est sûr que chez le SPVM, on a dû forger certains liens ou certaines conclusions dans ces cas. Par exemple, qu'un suspect, un agresseur d'enfants, en série, très connu des policiers, se serait enlevé la vie en prison alors que la veille, on est venu l'avertir qu'on allait lui passer un test polygraphique en lien avec certains de ses dossiers. C'est certain que les boîtes de documents des policiers regorgent d'informations absolument inconnues du public et il y a fort à parier que probablement ils sont certains de l'identité de quelques-uns de ces tueurs-là, mais qui sont incapables de trouver les preuves nécessaires pour aller en procès et passer l'épreuve du fameux « hors de tout doute raisonnable ». C'est souvent le cas, malheureusement. Combien d'années vont devoir passer encore? Combien de victimes, de filles, de femmes vont devoir disparaître et mourir avant que les choses ne changent enfin? Je sais qu'il ne faut pas baisser les bras, Annie, jamais, mais on a le droit de le dire, des fois, le constat est réellement décourageant. Le 8 mars 2017, 25 ans après le meurtre de Marie-Ève, Virginie refait surface dans les médias après avoir publié une très belle lettre au sujet de sa sœur que j'ai envie de vous lire en intégralité en guise de conclusion. Parce que bien que les années passent, ces constats, eux, sont aberrants d'actualité. Voici la lettre de Virginie Larivière, publiée sur ses réseaux sociaux le 7 mars 2017. Il y a 25 ans aujourd'hui que ma petite sœur Marie-Ève est disparue. Demain, ça fera 25 ans qu'on a retrouvé son petit corps meurtri, violé et sans vie, abandonné dans la neige fondante d'un printemps précoce et trop pluvieux. À 11 ans et 11 mois, ma sœur, un regard de tempête, des boucles rebelles sur la tête, des idées braques, des envies de grandeur et des projets d'avenir déjà, s'est fait voler les 5 $ qu'elle avait dans les poches pour acheter le pain du souper. Ma sœur, pianiste, cabotine, indocile et indignée, rieuse, écrivaine et impatiente, a trouvé la mort entre les mains d'un homme que l'on cherche encore. Demain, ce sera aussi la Journée internationale des droits des femmes. Une absurde coïncidence qui me rappelle à ma sœur volée, à ma sœur légende, à mes souvenirs troués que je magnifie de couleurs inventées pour duper l'oubli qui rôde après 25 ans d'absence. Une douloureuse synchronicité qui me rappelle aussi à toutes ces femmes autochtones, sœurs volées, qui, dans une morbide indifférence, sont disparues et pas encore retrouvées ou ont été assassinées. Un cruel hasard qui me rappelle à toutes celles que l'on ne croit pas, à ces indécentes étiquettes que l'on pose sur elles, que l'on condamne non pas d'avoir été victime, mais de ne pas avoir su l'être parfaitement. Une ironie débile qui me fait m'affoler dès les premiers jours de mars parce que ces dates du 7 et du 8 me rappellent intimement au pire. Mais aussi parce qu'on devra collectivement se rappeler au pire pour expliquer, nommer, justifier, légitimer et répéter l'importance de la Journée internationale des droits des femmes. Je déteste cette journée, mais d'ici à ce qu'on s'affranchisse de sa nécessité, faudra la souligner fort. Aussi fort qu'on est nombreuses à ressasser le pire ou à le redouter. Aujourd'hui, je pense que c'est la première fois, Michel, que j'aborde un récit criminel du point de vue d'une survivante. Faut dire que c'est plutôt rare, malheureusement, que dans mes histoires racontées, les victimes s'en sortent vivantes. Tu connais peut-être l'histoire que je vais te raconter puisqu'elle a, je crois, marqué la mémoire des Montréalais dans les années 90. Je pensais connaître les grandes lignes, mais Michel, en me plongeant dans l'ouvrage qui raconte en détail les événements écrits de la main de la victime qui a survécu, j'étais loin de me douter du cauchemar innommable qu'elle a vécu en 1996. Un crime gratuit, d'une violence inouïe, à la suite duquel elle a été laissée pour morte. Pourtant, la vie en a décidé autrement. Après un combat à la limite du surmontable qui a duré pendant des années, elle a su se relever pour finalement nous raconter son histoire.
Aujourd'hui, j'espère pouvoir rendre justice à son courage et à sa détermination. Laisse-moi te raconter l'incroyable récit d'Annie Pellerin. Pour mieux saisir l'ampleur de son drame, j'ai lu le livre « La longue nuit d'Annie », écrit par Annie Pellerin elle-même, avec l'aide de notre chère Isabelle Richer, qui l'a gentiment accompagnée dans sa démarche. Oh. C'est un ouvrage absolument poignant. En parallèle de ma lecture, j'ai évidemment décortiqué la couverture journalistique étoffée et ça m'a happé de constater à quel point il y a un écart frappant entre ce qu'on lit dans les articles de journaux versus l'histoire racontée par la victime elle-même. Hey, c'est tellement souvent le cas, hein? Oui. On s'en rend compte avec Captive. Dans son livre, on découvre comment elle a vécu chacune des interminables minutes qu'a duré son cauchemar. Parce que derrière chaque crime qu'on raconte ici chez Captive ou ceux racontés ailleurs, il faut garder en tête qu'il y a des victimes qui n'ont malheureusement, pour la plupart, pas eu l'opportunité de prendre la parole sur ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, on se plonge donc un peu plus dans le cœur d'une de ces victimes-là. Annie Pellerin se livre de manière très touchante sur sa vie à travers son ouvrage, ce qui nous permet de mieux la connaître au point de développer un réel attachement envers elle au fil des chapitres. Dès le début, on saisit que c'est une jeune femme courageuse, déterminée. En 1996, du haut de ses 20 ans, elle est ambitieuse, très aimante, joviale, qui, malgré son lot de défis, voit du beau dans la vie. Son enfance n'a pas toujours été rose. Ses parents souffraient d'alcoolisme, ce qui rendait parfois son père violent au point de devoir subir des séjours en prison. Mais ses parents étaient pourtant des gens fondamentalement bons, mais qui malheureusement ont sombré de plus en plus dans leurs problèmes de dépendance. À travers son enfance difficile, Annie a su se développer un caractère tenace, aventureux, même téméraire. Au secondaire, bien qu'elle se découvre une réelle passion pour la musique, elle sombre malheureusement, elle aussi, dans l'alcoolisme. Après avoir gradué, elle quitte Montréal avec une amie vers Winnipeg pendant quelques mois. Le jour, les filles quêtent pour de l'argent et le soir, elles boivent et sortent dans les bars. Mais ce mode de vie-là devient trop difficile pour Annie, puis elle décide de revenir à Montréal. Elle est déterminée à se reprendre en main. Elle se trouve un petit appartement et fièrement, elle déniche un emploi dans un restaurant Harvey's sur le chemin de la Côte-des-Neiges dans le quartier du même nom, à Montréal. Annie est motivée, elle est travaillante. C'est pas pour rien qu'au bout de seulement 3 mois, le gérant de la place la nomme chef d'équipe de soir. Cette petite promotion-là l'encourage encore plus à maintenir un rythme de vie plus sain, donc de consommer moins. De ce que j'ai pu comprendre, c'est une belle période dans la vie d'Annie. Ses comparses de travail sont sympathiques. Au bout de quelque temps, 2 nouveaux collègues sont engagés dans l'équipe de soir. Bien qu'elle se soit toujours bien entendue avec les autres employés d'avant, elle s'est développée une réelle camaraderie au sein de sa petite brigade. Les week-ends, ils sont 3 employés à rester jusqu'à la fermeture à 1h du matin, soit Annie et ses 2 comparses, Robert Pinto, un homme de 32 ans, et Guy Desmarais, 44 ans. 2 bons monsieur, Michel. Robert est très travaillant. Puis, en dehors de son emploi chez Harvey's, il fait du bénévolat auprès des personnes âgées dans le même quartier. Guy est arrivé peu de temps après Robert. Ils vont vite l'apprécier. Il a un tempérament plus doux, plus calme que les 2 autres. Bon, il est aussi très travaillant, mais tout en étant assez docile, là. Il fait ce qu'on lui demande de faire sans jamais rien dire. Presque chaque week-end, après leur quart de travail, tard dans la nuit, le trio sort jouer au billard dans le bar en face du restaurant où ils se sont liés d'amitié avec le propriétaire et ses amis d'origine vietnamienne, dont un individu qui est d'ailleurs un ancien employé du restaurant Harvey's, Christopher. J'adore. Quelle joyeuse bande, quand même. Oui! Éclectique. Tout près du bar, il y a le poste de police 31, aussi en face du Harvey's, coin rue Bedford et Côte-des-Neiges. Annie, là, elle aime ça regarder puis analyser les policiers qui travaillent là, assez bien qu'au fil du temps, une idée qui était au départ une petite étincelle prend de plus en plus de place dans sa tête. Celle de devenir elle-même un jour policière. Elle sait qu'elle n'a pas l'intention de travailler chez Harvey's toute sa vie. Donc, l'idée de se tourner vers une carrière dans la police la motive à maintenir un meilleur mode de vie. Bon, cela dit, en attendant de mettre son projet en branle, elle continue avec rigueur à travailler aux côtés de Robert et Guy. Mais malheureusement,
Annie est loin de se douter à ce moment-là que sa vie va prendre une tournure dramatique qui dépasse l'entendement. Un petit avertissement que les détails qui vont suivre peuvent choquer. Il est 2 heures du matin, dans la nuit du lundi 28 octobre 1996. Le trio a terminé leur chiffre de travail, puis ils sirotent une bière après avoir tout nettoyé le restaurant comme ils doivent le faire avant de quitter. Annie a la charge de déposer les recettes de la journée dans un coffre-fort qui est situé dans le bureau du gérant au sous-sol de l'établissement. Ce même coffre-fort-là contient à l'intérieur un deuxième coffre, plus petit, qui lui contient l'argent accumulé durant la semaine, donc un montant qui peut tourner autour de 10 à 20 000 $. Mais ce petit coffre-là, personne, sauf le gérant, n'a la combinaison. Annie n'y a pas accès. En fait, elle n'y a plus accès. Parce qu'à l'époque où le restaurant était tenu par l'ancien gérant, celui qui l'a nommé chef d'équipe, elle pouvait y accéder. Mais depuis peu, à la suite de l'arrivée d'un nouveau patron, les règles ont changé. Pour des raisons de sécurité, aucun autre employé n'a la combinaison. Annie doit donc simplement déposer le contenu de son tiroir-caisse dans le premier coffre-fort. Mais étrangement, ce soir-là, la combinaison ne fonctionne pas. Elle réessaie à plusieurs reprises, mais rien à faire, impossible d'ouvrir le gros coffre-fort. Elle décide donc de laisser le tiroir directement sur le bureau du gérant. Le chef d'équipe de jour qui doit arriver entre 5 heures et 6 heures du matin pourra le récupérer. De toute façon, c'est juste dans quelques heures. Annie remonte, rejoindre Robert et Guy et ensemble, ils décident de quitter le restaurant par la porte arrière. Annie, qui est la dernière à sortir, s'apprête à activer le système d'alarme, mais elle n'a pas le temps de le faire puisqu'à peine sortis, Guy et Robert reviennent aussitôt à l'intérieur, escortés de force par 3 individus masqués et armés de machettes. Tout se bouscule. Annie, sous le choc, réalise qu'ils sont victimes d'un hold-up. Puis, en observant les 3 individus masqués, elle en reconnaît un. Elle reconnaît sa posture, sa carrure et sa manière de parler aux 2 autres en vietnamien. C'est Christopher, l'ancien employé du Harvey's qu'elle côtoie de temps en temps lorsqu'ils sortent au bar d'en face. Non. Très agité, Christopher ordonne alors à ses 2 complices de surveiller Robert et Guy dans la cuisine pendant qu'il descend au sous-sol avec Annie en la serrant par la gorge tout en la menaçant de la lame de son couteau. Il est agressif, contrôlant. Il lui ordonne d'ouvrir le coffre. Annie panique. Elle n'a pas été capable de l'ouvrir il y a à peine quelques minutes, mais Christopher insiste. Elle essaie donc de l'ouvrir à nouveau, encore et encore, pendant qu'elle sent un couteau lui transpercer tranquillement le dos. Christopher ne la lâche pas. Il insiste. Elle comprend pas qu'il ne voit pas le tiroir-caisse juste là, sur le bureau. Il pourrait juste le prendre puis partir, mais non, il est clair avec elle. Il va la tuer si elle n'ouvre pas le coffre. On ne sait pas par quel miracle, mais au bout de plusieurs tentatives insoutenables, le gros coffre-fort finit par s'ouvrir. Et là, Christopher lui demande d'ouvrir le 2e petit coffre, celui dont elle ne connaît plus la combinaison. Elle essaie de lui dire, mais il n'entend rien. Il la croit pas. En tant qu'ancien employé, il est convaincu que la chef d'équipe peut y accéder. Mais Annie s'explique, mais rien à faire, il est enragé. Au même moment, dans un élan de courage, elle essaie de s'emparer du couteau qui est pointé vers elle, puis elle le prend par la lame avec ses mains Michel. Son agresseur la maîtrise alors au sol, sur le ventre, et lui attache les poignets dans le dos. Elle n'a plus de souffle. Il l'écrase de tout son poids en lui enroulant autour de la bouche, des yeux, puis de la tête, du gros ruban adhésif gris. Quelle horreur. Annie hurle, le supplie d'arrêter, et Christopher répond « Ça va être correct, Annie. » Au même moment, il l'égorge avec son couteau. Mais Annie a le réflexe de rentrer son menton vers l'intérieur au moment que la lame glisse sur son cou, ce qui fait en sorte que la coupure est moins profonde qu'elle devrait l'être. Elle voit pourtant le sang gicler devant elle. La blessure est grave, mais Annie respire encore. Mais elle a la présence d'esprit de faire comme si elle était morte. Allongée, elle s'immobilise et retient sa respiration. Bien qu'elle soit inerte, elle est toujours consciente et elle entend Christopher s'éloigner d'elle et remonter l'escalier. Oh mon Dieu, Annie. J'ai toujours pensé que c'était un peu cliché de dire qu'on voit la vie défiler devant nos yeux quand on est sur le bord de mourir, hein? Mais pourtant, c'est ce qu'Annie raconte dans son livre. Elle l'a vu, elle, sa vie défiler devant ses yeux, des images claires de moments précieux qu'elle a vécus avec ses frères ou des rêves qu'elle n'aura jamais accomplis.
Et ça, c'est comme si ça l'avait gardé en vie, Michel. Elle réussit alors à se déprendre les mains des tie wraps qui serraient ses poignets, puis elle s'arrache vigoureusement le ruban qui lui entoure la tête. Écoute, des poignées de cheveux sont arrachés du même coup, Michel, mais comme elle le décrit, là, elle ressentait pas vraiment la douleur, mais plutôt une urgence d'agir. Aïe, aïe, aïe. Elle se déplace de peine et de misère, ensanglantée, tremblante, en état de choc. Elle se rend au téléphone qui est posé sur le bureau. Au moment de composer le 911, elle entend Christopher redescendre vers le sous-sol. Elle se précipite vers la porte pour la bloquer, mais trop tard, Christopher pousse de toutes ses forces. Elle fait tout ce qu'elle peut pour le retenir, mais en vain, les deux sont projetés au sol. Étendu sur elle, il l'immobilise. Christopher est accompagné de ses 2 complices et l'un des 2 prend finalement le contenu du tiroir-caisse sur le bureau. Elle le sait à ce moment-là précis qu'elle va mourir. Elle pense à Robert, puis à Guy. Est-ce qu'ils ont réussi à s'enfuir? Mais elle ne se doute pas qu'ils ont malheureusement été froidement assassinés par Christopher lorsqu'il est remonté après l'avoir attaqué une première fois. Calique. Ses 2 amis n'ont eu aucune chance contre leur bourreau. Christopher a bien l'intention d'en finir. Au bout de quelques minutes, il laisse sa dernière victime pour morte après l'avoir poignardée à plusieurs reprises dans le dos et l'avoir atteint à la tête à coups de machette, laissant des entailles, dont une de plus de 10 cm, Michel. Mais Annie respire toujours. Elle va rester comme ça, semi-consciente, à un cheveu de la mort pendant près de 4 heures, avant qu'elle soit enfin découverte une fois l'arrivée des employés de jour qui, eux, ont eu droit à une vision digne d'un film d'horreur en entrant dans le restaurant au petit matin. Transportée à l'hôpital, Annie va entamer son long et difficile parcours de survivante. Le réveil d'Annie aux soins intensifs est absolument brutal. Chaque parcelle de son corps la fait souffrir. Entourée de ses proches qui sont atterrés, elle comprend dans quel état elle se trouve. Elle voudrait leur parler, mais n'est pas capable de placer un seul mot. Ce sera comme ça pour les jours et les semaines à venir. Ses idées se bousculent dans sa tête. Les mots, elle les connaît. Les souvenirs de son attaque sont clairs, mais impossible, Michel, de les exprimer tant à l'oral qu'à l'écrit. Annie souffre d'aphasie, une séquelle grave de son attaque. Aussi, sa main droite est presque paralysée. Mais les médecins lui expliquent que tout devrait revenir comme avant, mais avec du temps et de la réhabilitation. En plus de ne pas pouvoir communiquer facilement, Annie a perdu la vue de chaque côté droit de ses yeux. Elle a donc une vision partielle en raison de son nerf optique qui a été atteint par la lame de la machette. Pour Annie, ce seront donc des semaines et des semaines de traitement en physiothérapie, ergothérapie, orthophonie et d'autres spécialistes de toutes sortes. Les enquêteurs Réal Meloche et Roger Agnesi, qui ont la charge d'enquêter sur le dossier, viennent visiter Annie très régulièrement à son chevet dans l'espoir d'entendre sa version des faits. Mais ils le savent qu'ils devront s'armer de patience avant qu'elle puisse retrouver un minimum de capacité d'élocution pour raconter son histoire. Puis Michel, il y a un élément absolument crève-cœur. Quelques jours après le drame, Annie avait encore la certitude que ses collègues et amis, Robert et Guy, étaient toujours vivants. Parce que personne n'avait encore osé lui annoncer la mauvaise nouvelle de leur mort. Comme si on avait voulu la protéger ou du moins lui éviter de plonger dans un sentiment d'injustice qui l'habiterait en sachant qu'elle était la seule survivante de la tuerie. À force de se poser des questions dont les réponses demeuraient souvent floues ou évasives de la part des enquêteurs, c'est finalement rendu à l'évidence qu'ils étaient tous les 2 décédés. Ça a été un choc énorme pour elle. Mais là, malgré la douleur, elle comprend désormais son rôle majeur dans le déroulement de l'enquête. Heureusement, les agents Meloche et Agnesi sont patients. Ils font preuve d'une très grande empathie envers Annie et l'encouragent à ne pas lâcher malgré les difficultés. Ils savent que son témoignage sera probablement la clé pour résoudre l'enquête. Lynn, chef d'équipe de jour et collègue d'Annie chez Harvey's, vient souvent la visiter à l'hôpital le temps de sa convalescence. Elles essaient de communiquer ensemble. Pour Annie, qui est prisonnière de sa condition, c'est une vraie torture de ne pas pouvoir révéler les détails de son agression. C'est donc un énorme soulagement au bout de quelques jours quand elle réussit enfin à faire comprendre à sa collègue Lynn qu'elle connaît son agresseur. Elle lui mime tant bien que mal avec le bout de ses doigts sur ses yeux la forme des yeux bridés de Christopher, qui est d'origine vietnamienne. Oh mon Dieu! Elle réussit aussi à lui faire comprendre que c'est un ancien employé du Harvey's.
Lynn comprend ce qu'Annie essaie de lui dire. Elle connaît aussi Christopher. Lynn informe donc rapidement les 2 enquêteurs de ce détail crucial-là. Rapidement, le jeune homme est dans la mire des policiers. Si Tuan Tran, surnommé Christopher par ses amis, a à peine 20 ans. À ce stade, il court toujours, puis on sait pertinemment qu'il est au courant qu'Annie a survécu à sa tentative de meurtre en raison de la grande couverture médiatique sur le drame. On craint que Tran veuille s'assurer qu'Annie ne puisse pas le dénoncer. 2 policiers sont donc postés, jour et nuit, devant la porte de la chambre d'hôpital d'Annie en guise de protection. Puisqu'ils ne peuvent pas procéder à son arrestation tout de suite, les enquêteurs s'assurent de faire suivre Tran en filature et de mettre son téléphone sous écoute. D'autres journées s'écoulent et Annie s'efforce de dévoiler d'autres détails aux policiers, notamment qu'ils étaient bien 3 agresseurs. Sans surprise, les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas dans le Harvey ce soir-là. Un classique. Cela dit, le trio a été capté par une autre caméra de surveillance extérieure près de la rue Goyer, à quelques mètres du restaurant. Difficile d'identifier les suspects sur les images, mais pas loin de là, un couteau ensanglanté long de 14 pouces a été retrouvé, visiblement abandonné par le clan. L'arme est évidemment envoyée au laboratoire de médecine légale pour des analyses sanguines et d'empreintes digitales. On va découvrir plus tard qu'il a bel et bien été utilisé sur les 3 victimes. J'aimerais pouvoir te dire que l'enquête pour arrêter Si Tuan Tran s'est bouclée vraiment rapidement à la suite des déclarations d'Annie. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Les enquêteurs ne veulent pas prendre la chance de procéder à une arrestation trop précipitée, sans preuve assez solide, puis de risquer de perdre Tran pour de bon. Tout doit être calculé. L'attente est infernale pour Annie qui, à travers sa réhabilitation, multiplie les crises d'angoisse. Et on ne peut pas la blâmer, hein? De savoir que Tran est toujours en liberté représente pour elle un obstacle énorme dans son processus de guérison. C'est sûr. Bien qu'elle ait été en mesure de sortir de l'hôpital quelques semaines seulement après le drame, c'est pratiquement impossible pour elle de maintenir une routine stricte de rendez-vous de suivi. C'est absolument bouleversant à lire puisqu'elle est visiblement déchirée entre le désir de vouloir guérir sur le plan physique, c'est surtout au niveau de son aphasie, mais l'épreuve semble trop difficile pour elle sur le plan psychologique. Les mois d'attente sont donc marqués par des grandes périodes de découragement, d'isolement et de symptômes de dépression. Une chance est en contact constant avec les enquêteurs Meloche et Agnissi qui la tiennent au courant de l'avancement de l'enquête. Puis, il y a enfin un vent d'espoir en juin 1997, soit près de 8 mois après la tuerie. L'enquêteur, Réal Meloche, vient annoncer à Annie qu'un témoin important dans l'affaire s'est manifesté et que sa déclaration aux policiers vient de propulser l'enquête. Qui? Un test polygraphique appuie même le témoignage du dit témoin. Il s'appelle Boun Pradishit. Il connaît Si Tuan Tran depuis l'école primaire. Rongé par la culpabilité à la suite de l'annonce des meurtres dans les médias, il a finalement décidé de tout raconter ce qu'il savait à la police. Ah, mais c'est quoi? Il était dans le trio, lui? Ben oui. Écoute, Boun Pradishit devait lui-même participer au vol du restaurant Harvey's qui était au départ planifié pour la soirée du 26 octobre. Ce soir-là, le petit groupe a rebroussé chemin en raison d'un trop grand nombre de témoins à l'intérieur du restaurant juste avant la fermeture. Ils remettent donc leur plan au lendemain. Mais je ne sais pas si c'est par acquis de conscience, mais Pradishit décide de ne pas se rendre au point de rendez-vous chez Tran pour élaborer le plan. Il se retire du coup. Mais son absence ne freine pas les 3 autres et dans la nuit du 27 au 28 octobre 1996, ils se rendent au restaurant Harvey's. On connaît la suite. Pradishit apprend dans les heures qui vont suivre la tournure tragique des événements. Si au départ, il devait participer à un simple vol, il y a eu tout un choc en constatant à quel point le plan a dérapé. Au départ, Tran n'a jamais parlé de tuer qui que ce soit. L'objectif était d'aller vider le petit coffre-fort. Tran disait qu'il devait contenir au moins 20 000 $. Au fil des semaines puis des mois qui vont suivre, Tran va se confier, ou je dirais plutôt se vanter auprès de son ami concernant les meurtres qu'il a commis le 28 octobre. Boun Pradishit va aussi confirmer aux enquêteurs l'identité des 2 complices de Tran. J'en ai pas parlé plus tôt, mais ce détail-là amène certainement un côté encore plus révoltant à l'histoire,
puisqu'on apprend que les 2 autres suspects qui ont participé à la tuerie avaient respectivement 14 et 15 ans, Michel. C'était des ados. Avec les informations fournies par Boone Pradishit, les enquêteurs ont ce qu'il faut pour les arrêter, enfin. Cela dit, à ce stade, ce qui est primordial est de localiser les 3 individus avant de procéder à leur arrestation en simultané. Bon, j'imagine pour éviter la fuite d'un des suspects. Tran, qui est sous filature depuis des mois, est facilement repérable. L'un des jeunes est retrouvé en Ontario où il s'est rendu après le crime, hébergé temporairement chez une tante. Le 3e, quant à lui, est resté à Montréal. Avec l'argent du vol, il s'est d'ailleurs acheté une paire de souliers dès le lendemain, visiblement complètement insouciant de la gravité des événements de la veille. C'est finalement dans la presse du 29 août 1997 qu'on annonce l'arrestation des 3 suspects reliés au meurtre de Guy Desmarais et Robert Pinto, ainsi qu'à la tentative de meurtre sur Annie Pellerin. Les 2 mineurs sont vite pris en charge par la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, puis on précise dans l'article de la presse du 30 août 1997 qu'ils devront répondre à 9 chefs d'accusation, dont ceux pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre, séquestration et vol qualifié. Dans le même article, on indique qu'en raison de la gravité des accusations, la Couronne se réserve le droit de faire une demande au juge afin qu'il soit jugé devant un tribunal pour adultes à 14-15 ans. Bon, environ 2 mois plus tard, on peut lire dans la presse du 11 décembre 1997 que les 2 jeunes accusés ont admis avoir été présents et avoir participé au double meurtre. À la suite d'une entente entre les 2 parties, les 2 accusés plaident alors coupables à une accusation réduite d'homicide involontaire. La Couronne et la défense proposent une sentence de 33 mois d'emprisonnement, soit 2 ans de garde fermée et 6 mois de liberté surveillée. Peine qui sera accordée par le juge Robert Sakitele de la Chambre de la jeunesse. C'est pas long, hein? Non. Justement, on a l'impression que c'est une peine assez clémente face à la gravité des accusations, mais tu peux nous lire ce que le juge a déclaré au moment de prononcer la sentence. C'est tiré de la presse du 17 décembre 1997. À titre de citoyen, je suis bouleversée, choquée et même honteux que des crimes semblables aient été commis dans ma société. Mais c'est le juge et non le citoyen qui rend justice. Ce ne sont pas des criminels souffrant d'une pathologie, ils n'ont pas de condamnation à leur passif, ils n'ont pas de problème de drogue et ne sont pas des délinquants d'habitude. Je te rappelle, Michel, ce qui est prévalu lors d'une condamnation d'un jeune délinquant, on mise avant tout sur sa réhabilitation. Ces 2 jeunes garçons-là ont été influencés, entraînés, encouragés par Situan Tran, qui lui avait 20 ans. S'ils lui ont été très loyaux depuis la nuit fatidique du 28 octobre 1996, les 2 jeunes hommes changent toutefois leur fusil d'épaule une fois sous le contrôle des autorités. Ils deviennent 2 témoins importants lors de l'enquête préliminaire de Tran qui débute le 30 octobre 1997 et où ils déballent devant le juge Claude Millette tous les détails glaçants de la tuerie. Toujours durant l'enquête préliminaire, on y entend bon nombre de témoins, certains pour présenter des éléments de preuve plus techniques, comme un sac de plastique retrouvé dans l'escalier qui mène au sous-sol du Harvey's, qui est recouvert d'empreintes digitales de Tran. Mais on y entend aussi des témoignages clés, dont évidemment celui d'Annie, qui, avec tout le courage du monde, identifie son bourreau en le pointant doucement du doigt à la demande de Maître Chénier, l'avocat de la Couronne. Incroyable. C'est à ce moment précis qu'Annie a enfin l'impression de reprendre le contrôle sur sa vie après presque 1 an jour pour jour. En l'identifiant comme ça, devant tout le monde, elle se soulage d'un poids énorme qui l'habitait. 5 jours plus tard, le 4 novembre, le juge Claude Millette annonce l'accusation de Situan Tran pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre. Le procès doit commencer dans 6 mois, soit en mai 1998. Pour Annie, c'est la dernière étape cruciale avant la fin, avant de pouvoir enfin avancer vers l'avenir sans qu'il y ait toujours l'ombre de Tran qui plane sur elle. Elle doit donc tenir le coup jusqu'au procès où son témoignage sera, encore une fois, essentiel. Le 4 mai 1998, le procès s'ouvre. Tout le monde est fébrile. Le jury est sélectionné. L'émotion est à son comble pour Annie et les proches des victimes. Un procès très attendu dans la sphère médiatique.
Il y a donc une onde de choc lorsque le 11 mai, une semaine après la sélection du jury, le juge Pierre Pinard annonce que le procès n'aura pas lieu comme prévu puisque, coup de théâtre, Tran demande à changer d'avocat en affirmant avoir perdu toute confiance en lui. Le procès est donc avorté, Michel, avant même d'avoir entendu un premier témoin. Et le même cirque va se reproduire, non pas une, mais bien 2 fois. T'es pas sérieuse? Écoute, il va s'écouler près d'1 an avant qu'enfin le procès débute pour vrai. Pour Annie, ça aurait été une longue et très pénible année d'attente. Mais le lundi 22 mars 1999, au Palais de justice de Montréal, un nouveau jury est sélectionné et il est prêt à entendre les témoignages. Aucun report possible à ce stade. Le juge a été ferme envers Tran à ce sujet lors du dernier changement de date. Dès le premier jour, on entend les premiers témoignages des policiers, d'experts en scène de crime, de l'ambulancière qui s'est occupée d'Annie, des médecins qui l'ont accueillie à l'urgence. Bref, des témoignages absolument poignants, très révélateurs évidemment, et qui n'ont laissé personne indifférent. Le premier policier à être arrivé sur les lieux, l'agent Chrétien, raconte qu'il s'est rendu sur place après que 2 employés du restaurant soient arrivés complètement paniqués au poste de police 31, celui qui est situé juste en face du Harvey's, en lui disant qu'il venait de trouver 2 personnes assassinées dans la cuisine du restaurant. Il est à peine 5 heures du matin. L'agent Chrétien traverse vers le Harvey's avec son collègue, l'agent Ouellette. Ils sont happés par l'horreur de la scène qu'ils découvrent. Les 2 victimes gisent sur le plancher, les mains attachées dans le dos. En descendant au sous-sol pour inspecter les lieux, ils découvrent une 3e victime, Annie. En fait, Michel, au premier coup d'œil, vu la gravité des blessures puis la quantité de sang, les policiers ne sont pas capables de déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. T'es pas sérieuse. Pour eux, ça semble évident que cette 3e victime-là est aussi décédée. L'agent Chrétien remonte pour appeler du renfort et là, au bout de quelques minutes, l'agent Ouellette, qui est resté au sous-sol, va s'apercevoir que la victime respire toujours. Il va donc crier à plein poumon à son collègue « Elle est vivante! » L'ambulancière qui s'est précipitée au sous-sol raconte que le pouls d'Annie était à peine perceptible. C'est en découpant ses vêtements qu'ils vont finalement comprendre qu'il s'agissait d'une femme. Elle a été aussitôt transportée à l'hôpital, puis à son arrivée, autour de 6h15 le matin, c'est le docteur Steinmetz qui l'a pris en charge. Il est appelé à témoigner. On explique dans le livre qu'on aurait pu entendre une mouche voler pendant son témoignage au procès. C'est lui qui décrit l'ampleur des blessures d'Annie et à quel point ses signes vitaux se détérioraient à vue d'œil à son arrivée à l'urgence. Un petit avertissement que les détails qui vont suivre peuvent choquer. Le docteur Steinmetz raconte notamment que les plaies sur le crâne étaient tellement profondes qu'on pouvait apercevoir le cerveau d'Annie. Aussi, sa cage thoracique était complètement perforée, assez que l'air entrait et sortait par la plaie quand elle respirait. C'est un miracle, Michel, qu'Annie ait survécu. C'est sûr. Non seulement elle a survécu, mais elle est d'une force inouïe lorsqu'elle prend enfin la parole lors de son propre témoignage devant le jury. Elle raconte chaque détail de la nuit fatidique, mais aussi comment elle connaît Tran, ou Christopher comme elle l'appelait. Pendant plus de 1h30, elle répond courageusement aux questions des 2 parties. Son témoignage est ensuite appuyé par ceux des jeunes complices mineurs qui ont participé à la soirée du 28 octobre. Au dire des jeunes adolescents, ils devaient au départ faire simplement peur aux employés en les attachant pour ensuite être en mesure de dérober le contenu du coffre-fort et s'enfuir avec l'argent. Ça a donc été une mauvaise surprise pour eux lorsque Tran est remontée du sous-sol après avoir attaqué Annie une première fois. D'après leur version, avant de tuer Guy et Robert, Tran a essayé de mettre la main sur leur carte de guichet et de leur soutirer leurs informations bancaires. Mais quel être monstrueux! Je le sais. Bon, seulement les 2 hommes bâillonnés pouvaient difficilement parler. Exaspérés, Tran a donc égorgé un après l'autre Guy et Robert qui étaient sans défense. Les 2 jeunes garçons ont figé devant la scène. Tran s'est emparé de la machette d'un des 2 et leur a demandé ensuite de le suivre au sous-sol pour en finir avec Annie. Tran lui a affligé à répétition des coups de machette avant de la laisser pour morte. Ils ont pris l'argent du tiroir-caisse, remonté, vidé les poches de Guy Robert, puis ils ont quitté le restaurant avec moins de 2000 $ en main. Incroyable.
Le procès n'aurait pas été complet sans le témoignage de celui qui a permis l'arrestation des 3 suspects, complice qui s'est finalement désisté, Boone Pradishit. C'est pour ne pas laisser de traces que Tran aurait décidé de tuer les 3 employés. C'est ce qu'il a dit à son ami Boone après la tuerie. Il se serait même plaint que les 2 jeunes avaient eu trop peur de faire la sale job. Tran aurait aussi raconté à Boone qu'Annie avait été forte, qu'elle avait résisté longtemps à son attaque. Le témoignage de Boone Pradishit est à glacer le sang puisqu'il raconte aussi que Tran lui a raconté avoir été amusé d'entrevoir la cervelle d'Annie au moment de la frapper à la tête. En racontant ses actes à son ami, Tran le faisait avec une absence totale de culpabilité ou d'empathie. C'est un vrai psychopathe, Michel. Difficile ici de ne pas porter un jugement, je dirais même une rage envers cet homme-là, d'autant plus qu'il a tenté de discréditer la version des faits d'Annie au moment de témoigner lui-même devant le jury. Oui. Il a dépeint une version qui va complètement à l'encontre de celle des autres témoins. J'ai pas hâte d'entendre ça. Il affirme notamment que le plan a été mis sur pied par ses 2 complices mineurs qui, eux, avaient envie de voir de l'action. Franchement. Il dit même que les 2 meurtres ont été commis par le plus jeune des 2 adolescents et qu'il a assisté à la scène impuissant. Il raconte qu'il aurait même tenté de s'interposer, mais que l'autre jeune l'a empêché. Il raconte tout ça en pleurant devant le juge. Ensuite, il dit aussi avoir égorgé Annie par accident, Michel. Oui. Je te laisse nous lire comment il explique ce qui s'est passé. C'est tiré de la presse du 30 mars 1999. Elle a bougé au moment où j'ai retiré trop vite le couteau que je lui avais placé sous la gorge pendant que je la bâillonnais et lui attachais les mains. Et là, il continue en expliquant qu'il avait peur que le jeune la tue aussi froidement qu'il l'avait fait avec Guy et Robert. Pour éviter qu'elle subisse le même sort, Tran raconte qu'il a décidé de lui donner des coups de machette à la tête. Et Michel, je te laisse nous lire un autre extrait de son témoignage. Je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste qu'elle perde conscience, qu'elle perde la mémoire. Il affirme qu'il ne s'est jamais confié de quoi que ce soit à Boone Pradishit et qu'il a même été victime de chantage. Quel lâche! Michel, j'ai rarement lu un témoignage aussi aberrant et choquant de la part d'un accusé. Mais bon, tout le monde n'est pas dupe à ce stade. L'audience, les enquêteurs même, sont persuadés que le jury ne croira pas une seconde de son témoignage. Les consignes du juge Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure sont très claires pour les 12 jurés qui doivent maintenant délibérer sur le sort de Tran. En fait, ils n'ont qu'une seule question à se poser. Est-ce qu'ils sont convaincus, hors de tout doute raisonnable, que Si Tuan Tran a tué violemment Guy Desmarais et Robert Pinto dans la nuit du 28 octobre 1996? Si la réponse est oui, ils doivent alors le déclarer coupable d'un meurtre au premier degré. Si toutefois les jurés ont des doutes sur la question du double meurtre, mais qu'ils sont convaincus que le projet de vol à main armée comportait suffisamment de risques pour les 3 victimes, il doit alors être déclaré coupable d'homicide involontaire. En ce qui concerne l'attaque violente envers Annie Pellerin, le jury doit se questionner s'il est coupable de tentative de meurtre ou de voies de fait ayant causé des lésions corporelles graves. Ce seront des très longues heures d'attente pour Annie. De retour en salle d'audience pour l'annonce du verdict, il y a un silence de mort. Un des jurés prend la parole pour annoncer leur décision. Si Tuan Tran est officiellement reconnu coupable de meurtre au premier degré et coupable de tentative de meurtre. Avant de prononcer la sentence, le juge demande à Tran s'il a quelque chose à dire. La voix tremblante, il dit « Je m'excuse auprès d'Annie. Elle sait très bien que je n'ai pas fait ça. » Il obtient sur le champ une condamnation à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Annie est libérée. En sortant de la salle d'audience, elle reçoit une vague d'applaudissements de la part des très nombreux journalistes qui sont présents. On ressent dans l'air un soulagement collectif. Tranquillement, au fil des mois qui suivent, Annie tente de reprendre sa vie en main et c'est loin d'être facile. On lui diagnostique une dépression sévère, mais ce qui lui permet d'entamer enfin un traitement qui progressivement va la sortir de son gouffre. L'année suivante, en 2000, elle se porte beaucoup mieux. Elle déménage à Roberval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec une amie, loin de la ville. Elle trouve la force de reprendre ses études. Elle aspire à retourner sur le marché du travail.
Évidemment, son rêve de devenir policière s'est évaporé en raison des séquelles physiques et psychologiques à la suite de son attaque. Mais j'ai été heureuse de lire dans son ouvrage que le service de police de la Ville de Montréal lui a organisé une journée policière d'un jour. Ah! Ouais, écoute ça, c'est vraiment le fun. Ils lui ont permis de porter un uniforme de police pendant une journée. Hein? Et comme une vraie enquêtrice, elle a été initiée à l'écoute électronique, Wow. à la filature, puis elle a même pu être témoin de la confection d'un portrait robot. Ah, wow. C'est une initiative vraiment touchante qui a été organisée par les 2 enquêteurs qui l'ont supportée dans les dernières années, les agents Réal Meloche et André Agnesi. Trop beau. À la fin d'octobre 2004, plus de 5 ans après la condamnation de Si Tuan Tran, une annonce inattendue vient aux oreilles d'Annie. Oh non. On lui apprend que Tran a été retrouvé pendu dans sa cellule de l'établissement de Port-Cartier le 29 octobre, un peu après 13h30. Il avait été transféré quelques semaines avant dans ce pénitencier à sécurité maximale puisqu'il avait tenté de s'évader de l'établissement de Cowansville. Visiblement, Si Tuan Tran n'a jamais eu l'intention de purger toute sa peine. Plutôt que de ressentir de la haine en apprenant la nouvelle, Annie a ressenti une grande pitié pour Tran. De la pitié face à sa vie, à son parcours qu'elle qualifie de pathétique et face à son geste ultime de désespoir qui reflète en quelque sorte la même lâcheté dont il a fait preuve lorsqu'il l'a abandonnée pour morte dans le sous-sol du Harveys dans la nuit du 28 octobre 1996. Depuis cette nuit-là, au moment de ces grandes périodes de détresse, il est parfois venu à l'idée d'Annie d'elle aussi en finir avec la vie. Pourtant, malgré la douleur omniprésente, le choc, les blessures, la peur, les remords, elle en est ressortie encore plus forte que lui. En la laissant pour morte, il pensait l'avoir détruite, mais Annie Pellerin s'est relevée. Et c'est elle, aujourd'hui, debout, survivante, qui est encore là, avec nous. Si vous avez des informations à propos du meurtre de Marie-Ève Larivière, veuillez contacter le service de police de Laval au 450-662-4636. Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Une idée originale et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, L'Indice.